En avril 2010, deux brillantes étudiantes universitaires ont quitté leur dortoir pour ce qui aurait dû être une soirée typique du vendredi entre amis. Mais elles ne sont jamais revenues. Des années se sont écoulées sans réponse, sans corps, sans conclusion. Juste un vide béant, là où deux jeunes femmes pleines de vie se trouvaient autrefois. Puis, 6 ans plus tard, quelqu'un a remarqué un détail choquant dans une image Google Street View de leur ville, déclenchant une chaîne de révélations troublantes que personne n'avait vu venir. Le téléphone a sonné à 7h43, tirant marque d'un sommeil agité. Il a tâtonné pour attraper son portable sur la table de nuit, plissant les yeux devant le numéro inconnu. « Allô ? Monsieur Thompson ? Ici le détective Rodriguez de la police du comté d'Aurora. J'ai besoin que vous veniez au poste immédiatement. Nous avons trouvé quelque chose concernant l'affaire de votre fille. » Le cœur de Marc s'est mis à tambouriner contre ses côtes. 6 ans. 6 ans de nuit blanche, à sursauter chaque fois que le téléphone sonnait, à scruter les foules à la recherche d'un visage familier qui n'apparaissait jamais. Qu'avez-vous trouvé ? Est-ce Sarah ? Est-elle ? Monsieur Thompson, je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir au poste ? Dites-moi juste si elle est vivante ou morte. Les mots lui ont écorché la gorge. Monsieur, nous avons découvert des restes dans le système d'égout d'Aurora Alley. Mais je dois vous faire comprendre, Rodriguez a fait une pause et Marc pouvait entendre des papiers qui bruissaient. Les restes que nous avons trouvés appartiennent à Mei Chen, la colocataire de votre fille. Les jambes de Marc ont cédé. Il s'est effondré sur le bord de son lit, agrippant le téléphone à s'en blanchir les jointures. Mei, pas Sarah. Le soulagement qui l'a submergé a été immédiatement suivi d'une culpabilité écrasante. Mei était la fille de quelqu'un aussi. Comment ? A-t-il réussi à dire. Un citoyen a signalé des images suspectes de Google Street View dans la zone. Il a remarqué un homme près d'un coffre de voiture avec ce qui semblait être du matériel blanc visible. Quand nous avons enquêté sur le lieu, nous avons découvert les restes dans le système d'égout conservés dans un emballage plastique. L'esprit de Marc vacillait. Google Street View. Après 6 ans, une photo aléatoire d'une voiture de cartographie avait fait éclater l'affaire. L'homme sur la photo, savez-vous qui c'est ? Nous travaillons à améliorer l'image. Le citoyen qui l'a signalé a dit que quelque chose dans la posture de l'homme semblait étrange, comme s'il luttait avec un poids dans le coffre. Nous vérifions quand la voiture Street View est passée dans cette zone. Monsieur Thompson, j'ai besoin que vous veniez. Nous rouvrons toute l'affaire avec une nouvelle urgence et nous devrons réinterroger tout le monde de 2010. J'arrive dans 21 minutes. Marc a enfilé les vêtements de la veille, ses mains tremblantes alors qu'il attrapait ses clés. Le trajet de 15 minutes jusqu'au poste de police s'est passé dans un flou de feu rouge qu'il remarquait à peine. Son esprit revenait sans cesse à cette soirée de vendredi d'il y a 6 ans. Le 9 avril 2010. Les filles y étaient allées au Chrome, la boîte de nuit universitaire populaire. Sarah lui avait envoyé un texto à 22h47, sortie avec May. « Ne m'attends pas, papa, je t'aime ». C'était le dernier message qu'il avait jamais reçu d'elle. Les lumières fluorescentes du poste de police semblaient trop brillantes quand Marc a franchi l'entrée. Le détective Rodriguez l'a accueilli dans le hall, une femme dans la quarantaine avec des yeux sérieux et des mèches grises prématurées dans ses cheveux noirs. « Monsieur Thompson, merci d'être venu. S'il vous plaît, suivez-moi. » Elle l'a conduit dans une petite salle de conférence où des sacs à preuves étaient déposés sur la table. L'estomac de Marc s'est retourné quand il a vu une carte d'étudiant boueuse dans l'un d'eux. Même à travers le plastique et la saleté, il a reconnu le sourire éclatant de Mei Chen sur la photo. « Ceci a été trouvé avec le corps », a dit Rodriguez doucement. La conservation dans le plastique a aidé à maintenir certaines preuves. Nous effectuons des tests ADN maintenant. Leur chambre, a dit Marc soudainement, quand nous y sommes allés après leur disparition, tout était exactement comme elle l'avait délaissé. Le manuel d'économie de Sarah était encore ouvert sur son bureau. Chapitre 12, je m'en souviens parce qu'elle avait surligné presque chaque ligne. La tasse de café de May était à moitié pleine sur sa table de nuit. Il y avait encore des marques de rouge à lèvres sur le bord. Rodriguez a hoché la tête, prenant des notes. Ces détails étaient dans le dossier original, nous avons tout photographié. 2 femmes de 20 ans ne disparaissent pas simplement sans rien emporter. Pas de vêtements, pas d'argent retiré de leur compte, aucune activité de téléphone portable après cette nuit-là. Les images de Street View, puis-je les voir ? Rodriguez a sorti une capture d'écran imprimée. L'image était granuleuse, montrant un homme en vêtements sombres penché sur un coffre de voiture ouvert. L'angle ne captait que son dos et son profil, mais du plastique blanc était clairement visible à l'intérieur du coffre. L'horodatage indiquait le 15 juin 2010, juste 2 mois après la disparition des filles. Nous faisons améliorer ceci par la technologie, vérifiant les caméras de circulation de la zone, tout ce qui pourrait nous donner une image plus claire ou une plaque d'immatriculation. Le fait qu'il déplaçait le corps de May suggère, elle s'est arrêtée. Suggère que Sarah pourrait encore être vivante quelque part, a terminé Marc. C'est ce que vous pensez.
Nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives, mais oui, c'est une possibilité que nous explorons. Un coup à la porte les a interrompus, un officier a passé la tête. « Détective, les Chen sont là !» La poitrine de Mark s'est serrée. À travers la fenêtre de la salle de conférence, il a vu les parents de May dans la salle d'attente. Madame Chen s'accrochait au bras de son mari, son visage un masque de dévastation. Monsieur Chen regardait dans le vide, comme s'il avait vieilli de 20 ans en une matinée. « Je devrais ?» Mark s'est levé. « Prenez votre temps », a dit Rodriguez. Mark a marché jusqu'à la salle d'attente sur des jambes instables. Quand Madame Chen l'a vu, elle a émis un son qui était en partie sanglot, en partie gémissement. Il a ouvert ses bras et elle s'est effondrée contre lui, son petit corps secoué de chagrin. « Mon bébé !» a-t-elle murmuré dans un anglais accentué. « Ma petite fille !» Monsieur Chen a rejoint l'étreinte et les 3 parents sont restés là, liés par une perte partagée. Mark les a tenus pendant que la culpabilité le rongeait de l'intérieur. Il était reconnaissant, honteusement, égoïstement reconnaissant, que ce ne soit pas le corps de Sarah dans cet égout, qu'il ait encore de l'espoir, tandis que les Chen n'avaient qu'une certitude dévastatrice. « Je suis tellement désolé, a-t-il murmuré. Je suis tellement désolé. » Le détective Rodriguez leur a donné du temps avant de les séparer doucement. « Nous allons trouver qui a fait ça, a-t-elle promis aux Chen. Et Monsieur Thompson, nous n'abandonnons pas l'idée de retrouver Sarah. Cette découverte change tout. Celui qui les a prises a fait une erreur et ces images Google vont nous aider à le trouver. » Mark a hoché la tête, mais en regardant les visages brisés des Chen, il s'est demandé si découvrir la vérité apporterait une vraie paix à l'un d'entre eux. Mark ne pouvait pas rentrer chez lui. Pas encore. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à tourner vers l'université, attiré par un besoin inexplicable de retracer les derniers pas connus de sa fille. Le campus avait exactement la même apparence, mais était entièrement différent. Exeter Hall, l'ancien dortoir de Sarah, se dressait toujours comme un monument de briques à ses souvenirs. Mark s'est garé et a marché à travers l'entrée principale. L'odeur familière de nettoyants industriels et de pop-corn au micro-ondes le frappant immédiatement. Les mêmes tableaux d'affichage bordaient les murs, leur surface de liège parsemée de dépliants colorés. Mais au lieu des annonces de 2010 pour le bal de printemps et le groupe d'études en économie, il voyait maintenant Semaine de la fierté 2016 et Comité d'action pour le climat. Le tapis était le même, usé au milieu par les pas de milliers d'étudiants, le motif bordeaux délavé mais reconnaissable. Un groupe de filles est passé à côté de lui en courant, riant d'une story Instagram de quelqu'un. Elles avaient l'air si jeunes, si insouciantes, exactement comme Sarah et May l'avaient été. Mark a monté au 3e étage, chambre 312. Il s'est tenu devant ce qui avait été leur chambre, écoutant le son étouffé des occupants d'aujourd'hui, de la musique qu'il ne reconnaissait pas, des voix discutant d'un examen de chimie. Ces étudiants n'avaient aucune idée que 2 filles avaient disparu de cette même chambre, laissant derrière elles des vies interrompues en pleine phrase. En quittant le dortoir, Mark a conduit le trajet familier vers la boîte de nuit Chrome, ou ce qui était autrefois Chrome. L'enseigne au néon avait disparu, remplacée par une bannière à louer, décolorée par le soleil. Les fenêtres étaient couvertes de papier brun, les bords se recourbant avec l'âge et les intempéries. Il s'est garé et a fait le tour du périmètre prenant des photos avec son téléphone. Les commerces environnants racontèrent leur propre histoire du passage du temps. Le magasin de sandwich était maintenant un café végétalien. Le centre de photocopie 24 heures était devenu un magasin de réparation de téléphone. Mais certaines choses restaient. Le Crossroads Bar occupait toujours le coin, sa façade en briques et son auvent vert inchangé. Le Murphy's Pub, un autre lieu de rencontre étudiant de 2010, était barricadé. Le Velvet Room, autrefois notoire pour ses contrôles d'identité laxistes, avait été converti en studio de yoga. Mark a photographié chaque devanture, se rappelant comment la police avait méthodiquement visité chaque établissement en 2010. Le détective Morrison, le prédécesseur de Rodriguez, avait personnellement interrogé chaque employé, collecté chaque élément de vidéosurveillance. Le Crossroads Bar avait aussi été vérifié, se souvint Mark. Le propriétaire d'alors avait insisté sur le fait que personne n'avait vu les filles cette nuit-là. Son téléphone a vibré, un texto d'un numéro inconnu, les médias locaux s'installant à Aurora Alley. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Un ami ? Mark a conduit vers Aurora Alley, sa poitrine se serrant à l'approche. Effectivement, 3 camionnettes de presse avaient pris place le long de la rue. Les reporters installant des caméras, cherchant des angles pour filmer la bouche d'égout où May avait été trouvée. Ce soir, son visage serait sur toutes les chaînes locales. C'était peut-être une bonne chose, peut-être que quelqu'un se souviendrait de quelque chose qu'il avait oublié ou dont il avait eu trop peur de parler il y a 6 ans. À la maison, Mark a ouvert son ordinateur portable et s'est connecté à Facebook. La page « Retrouver Sarah et May » qu'il avait créée 2 semaines après leur disparition affichait 47 notifications. Ses mains tremblaient en cliquant dessus.
La nouvelle avait éclaté. La découverte de May dominait le fil. Plus de 200 nouveaux commentaires étaient apparus depuis le matin. Je viens d'apprendre pour May. Je prie pour que Sarah rentre saine et sauve. Je me souviens d'elle en Psycho 101, c'est déchirant. Celui qui a fait ça est un monstre. J'espère qu'ils l'attraperont. D'anciens camarades de classe partagèrent l'article de presse, ajoutant leurs propres souvenirs. La colocataire de première année de Sarah a posté une photo que Marc n'avait jamais vue. Sarah et May riant à une fête de dortoir, des gobelets rouges à la main, si jeune et vivante que cela lui a fait mal à la poitrine. Puis il a vu la notification de message. Pete Garrison. Le nom ne lui était pas familier. Marc a cliqué pour ouvrir le message privé. « Monsieur Thompson, j'ai vu les nouvelles concernant May Chen. Je suis dévasté. Je possède le Crossroads Bar sur University Avenue. Je sais que la police nous a parlé en 2010, mais j'ai récemment eu une conversation avec un ancien barman qui travaillait cette nuit-là. Il a mentionné avoir servi 2 filles asiatiques correspondant à la description de Sarah et May. Il n'y avait pas pensé à l'époque, mais après avoir vu les nouvelles d'aujourd'hui, j'ai senti que je devais vous contacter. Seriez-vous disposé à me rencontrer ? Je préférerais discuter de cela avec vous avant de contacter la police, car je veux m'assurer que l'information est exacte. Je suis au bar maintenant si vous êtes disponible. » Marc a fixé le message. Après 6 ans de rien, soudain un témoin émerge. Ses doigts ont plané au-dessus du clavier alors qu'il tapait une réponse. « Je peux être là dans l'heure. » Pete a répondu immédiatement. « Merci. Je me sens terrible que cette information ne soit pas sortie plus tôt. Le barman ne l'a mentionné que récemment lors d'un appel téléphonique informel. Nous rattrapions le temps perdu et d'une manière ou d'une autre, cette nuit-là est revenue dans la conversation. Je vous expliquerai tout quand vous arriverez. » Marc s'est penché en arrière, un malaise lui picotant la colonne vertébrale. La police avait interrogé tout le monde au Crossroads en 2010. Le propriétaire d'alors, était-ce la même personne, avait été catégorique sur le fait que personne n'avait vu les filles. Pourquoi un barman se souviendrait-il soudainement de les avoir servies 6 ans plus tard ? Et pourquoi le contacter lui, au lieu d'aller directement à la police ? Pourtant, toute piste valait mieux que le néant avec lequel il avait vécu pendant 6 ans. Marc a attrapé ses clés, l'espoir et la suspicion se disputant dans sa poitrine alors qu'il se dirigeait vers la porte. Le Crossroads Bar était assis au coin comme il l'avait fait pendant des décennies, son auvent vert délavé mais intact. Marc a poussé la lourde porte en bois, ses yeux s'ajustant à l'intérieur sombre. L'endroit était vide à l'exception d'un homme derrière le bar, probablement Pete Garrison. « Monsieur Thompson ?» L'homme semblait avoir une 50aine d'années, corpulent, avec des cheveux clairsemés et un sourire exercé. « Je suis Pete. Merci d'être venu si rapidement. » Marc s'est approché du bar, prenant note de l'atmosphère typique d'un bar universitaire, tabouret de bar usé, souvenirs sportifs sur les murs, l'odeur persistante de bière éventée et de nourriture frite. « Puis-je vous offrir quelque chose ? Une bière ? Un café ?» Pete attrapait déjà un verre à bière. « Juste de l'eau, merci. Je veux entendre parler de ce barman. » Pete a quand même rempli le verre de bière, le faisant glisser sur le bar. « Vous avez l'air d'en avoir besoin ? Sacrée journée pour vous, j'en suis sûr. En tant que père moi-même, je ne peux pas imaginer ce que vous traversez. » Il a fait une pause, se penchant en avant. Les nouvelles disaient qu'ils avaient trouvé le corps de May Chen. Étiez-vous là quand ils l'ont découvert ? Je veux dire, quel genre de preuves y avait-il avec le corps ? Marc a froncé les sourcils devant la bière, mais a pris une gorgée réflexe. La police n'a pas partagé beaucoup de détails. Bien sûr, Pete a hoché la tête rapidement. Mais ils ont dû trouver quelque chose, non ? Des preuves, ADN ? Les nouvelles ont mentionné quelque chose à propos d'images Google Street View. Ils vous les ont montrées ? Pourquoi avez-vous besoin de savoir quelles preuves il y a ? Marc a posé le verre plus fort qu'il ne le voulait. Pete a levé les mains. Désolé, j'essaie juste de comprendre la situation. Où exactement l'ont-ils trouvé ? Les nouvelles disaient juste Aurora allée, mais c'est un long tronçon. Et l'état du corps, était-il bien conservé ? Je veux dire, après 6 ans ? Le malaise de Marc s'est approfondi. Parlons de votre barman, celui qui se souvient d'avoir servi Sarah et May. Exact, oui. Pete a essuyé le bar déjà propre. Tommy Chen, un Chen différent, aucun lien avec l'ami de votre fille. Bon gars, a travaillé ici pendant environ 3 ans. Nous rattrapions le temps perdu la semaine dernière et d'une manière ou d'une autre, cette nuit-là est revenue dans la conversation. Où est Tommy maintenant ? J'aimerais lui parler directement. Le sourire de Pete a vacillé. Il a déménagé dans l'Ouest. Colorado, je pense, région de Denver. Vous pensez ? Eh bien, c'était peut-être l'Arizona, Phoenix ou Tucson. Nous avons perdu contact après son déménagement. Marc l'a fixé. Vous venez de lui parler la semaine dernière, mais vous n'êtes pas sûr dans quel état il vit ? C'était un appel rapide. Écoutez, j'ai ses anciens dossiers d'emploi quelque part. Laissez-moi vérifier au bureau. Pete a fait un geste vague vers l'arrière. Mettez-vous à l'aise, je n'en ai que pour 1 minute. Alors que Pete disparaissait par une porte derrière le bar, Marc s'est levé et a examiné la pièce plus attentivement.
L'aménagement était typique. Zone de bar principale, quelques tables avec banquettes, toilettes au bout d'un couloir. Mais ce qui a attiré son attention était une lourde porte marquée « Stockage, personnel uniquement » près du couloir des toilettes. Contrairement aux autres portes, celle-ci avait un clavier électronique, sa petite lumière rouge brillant dans l'éclairage tamisé du bar. Marc s'est approché, prétendant se diriger vers les toilettes. La porte était en acier renforcé, peinte pour correspondre au mur mais clairement plus récente que la structure environnante. Pourquoi une zone de stockage de bar aurait-elle besoin de ce niveau de sécurité? Les fûts de bière et l'inventaire d'alcool ne justifiaient guère une serrure électronique. Il a secoué la tête, il était paranoïaque, les nouvelles concernant May, le stress de la journée, cela lui faisait voir des possibilités sinistres partout. Beaucoup d'entreprises avaient mis à niveau leur système de sécurité. « J'ai trouvé quelque chose ?» La voix de Pete a fait sursauter Marc. Le propriétaire du bar est sorti avec un morceau de papier de cahier. Tommy a pris des notes sur cette nuit-là. Il a toujours été soucieux du détail. Marc est retourné au bar, acceptant la page manuscrite. Ses yeux se sont écarquillés en lisant « 9 avril 2010, 2 filles asiatiques, début vingtaine, une portant une jupe blanche avec un haut rose, a commandé vodka à canneberge, l'autre en jeans et pull bleu, a commandé rhum coca. On mentionnait venir du Chrome, parti vers 1h30. C'est très spécifique pour quelque chose dont il vient de se souvenir récemment, a dit Marc lentement. Comme je l'ai dit, Tommy avait une excellente mémoire. Les yeux de Pete n'arrêtèrent pas de regarder vers le coin de la pièce. Marc a suivi son regard vers une caméra de sécurité pointée vers l'entrée. Ces détails, ce qu'elles portaient, ce qu'elles ont commandé, votre barman s'est souvenu de tout ça d'une conversation informelle 6 ans plus tard. Pete s'est agité mal à l'aise. Certaines personnes ont juste l'esprit pour ce genre de choses. Je devrais apporter ça au détective Rodriguez immédiatement. Marc a plié le papier. Attendez. La main de Pete a jailli, ne touchant pas tout à fait Marc mais planant près de son bras. Je veux dire, ne devrions-nous pas tout vérifier d'abord? Nous assurer que les détails sont exacts? J'ai peut-être plus de dossiers dans mes fichiers à la maison. Les horaires d'emploi, peut-être même d'anciennes images de sécurité sauvegardées quelque part, des images de sécurité de 2010. Nous avons mis à niveau les systèmes il y a quelques années, mais je n'ai jamais jeté les anciens disques. Pourquoi ne revenez-vous pas demain? Donnez-moi le temps de fouiller dans tout. Nous voulons être sûrs avant d'impliquer la police, n'est-ce pas? Marc a étudié le visage de Pete. De la sueur perlait sur le front de l'homme malgré la température fraîche du bar. Son empressement à retarder l'implication de la police a déclenché toutes les alarmes dans la tête de Marc. « J'apprécie votre aide », a dit Marc prudemment, empochant la note. « Je vais y réfléchir. » Le sourire de Pete semblait forcé. « Bien sûr, prenez votre temps. Je veux juste aider comme je peux. En tant que père, moi-même. » Vous l'avez mentionné. Marc s'est dirigé vers la porte. « Je vous recontacterai. » En partant, il pouvait sentir les yeux de Pete le suivre. Dans sa voiture, Marc a sorti son téléphone et a fait défiler jusqu'au numéro du détective Rodriguez. Quelque chose n'allait vraiment pas avec Pete Garrison et le détective devait le savoir. Marc est sorti du parking du Crossroads Bar mais n'a conduit qu'un demi-pâté de maison avant de s'arrêter. Ses mains tremblaient alors qu'il trouvait le numéro du détective Rodriguez dans son téléphone. « Rodriguez, détective, c'est Mark Thompson. Je viens de rencontrer Pete Garrison, le propriétaire du Crossroads Bar. Quelque chose ne va vraiment pas. » « Ralentissez, monsieur Thompson. Dites-moi ce qui s'est passé. » Marc gardait les yeux sur l'entrée du bar à travers son rétroviseur pendant qu'il parlait. Il m'a contacté via Facebook, a prétendu qu'un ancien barman se souvenait d'avoir servi les filles cette nuit-là. Mais il était obsédé par les preuves que vous aviez trouvées. Il n'arrêtait pas de demander des informations sur l'ADN, où exactement le corps de May avait été découvert, à quel point il était bien conservé. Continuez. Quand j'ai demandé les coordonnées du barman, il n'arrivait pas à garder son histoire cohérente. D'abord, le gars était au Colorado, puis en Arizona. Et il avait cette note manuscrite avec des détails incroyablement spécifiques sur ce que portaient les filles, ce qu'elles buvaient, des choses dont personne ne se souviendrait d'une conversation téléphonique informelle 6 ans plus tard. « Où êtes-vous maintenant ?» Garé dans la rue du bar. Détective, quand j'ai mentionné le fait d'apporter l'information à vous, il a paniqué. Il a insisté sur le fait que nous devions d'abord vérifier les détails. Il veut que je revienne demain. Restez où vous êtes, ne l'approchez plus. Nous allons examiner Pete Garrison immédiatement. Il y a autre chose, le bar a cette porte renforcée avec une serrure électronique menant à ce qui est censé être juste du stockage. Cela semblait excessif pour... Marc s'est arrêté au milieu de sa phrase. Pete était sorti de l'entrée principale du bar. Même de loin, Marc pouvait voir les mouvements agités de l'homme. Pete a regardé de haut en bas de la rue, sa tête pivotant nerveusement, puis s'est précipité vers l'allée qui longeait le bâtiment. « Il vient de sortir », a murmuré Marc, bien qu'il n'y ait aucun moyen que Pete puisse l'entendre. « Il va dans l'allée. Monsieur Thompson, ne le suivez pas? Nous enverrons. Je vais juste passer en voiture, je ne m'arrêterai pas. » Marc a mis fin à l'appel
avant que Rodriguez puisse protester. Il a démarré sa voiture et a conduit lentement devant l'entrée de l'allée. Pete était à une entrée de service près de l'arrière, tâtonnant avec des clés. Il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, ses mouvements saccadés et désespérés. Mark a fait le tour du pâté de maison et est repassé. Cette fois, Pete traînait quelque chose de la porte de service, des produits de nettoyage industriel. L'estomac de Mark s'est serré alors qu'il les identifiait. Un grand bidon d'eau de javel, une boîte de sacs poubelles résistants et ce qui ressemblait à un nettoyeur de tapis commercial, le genre utilisé par les services de nettoyage professionnels. L'énergie frénétique de Pete était indubitable. Il a soulevé les fournitures vers une porte d'accès au sous-sol séparée de l'entrée de service principale. Sa chemise était trempée de sueur et il n'arrêtait pas de faire des pauses pour scruter l'allée comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse à tout moment. Mark s'efforçait à continuer à conduire. Chaque instinct lui criait de s'arrêter, de confronter Pete, d'exiger des réponses sur Sarah. Mais Rodriguez avait raison, il devait laisser la police s'en occuper. Il en avait vu assez pour savoir que Pete cachait quelque chose de terrible. Le trajet de retour a pris 15 minutes mais a semblé durer des heures. L'esprit de Mark courait avec des possibilités, chacune plus horrible que la précédente. Les questions de Pete sur les preuves, son désespoir de retarder l'implication de la police, les produits de nettoyage industriel, tout pointait vers quelqu'un essayant de détruire des preuves. Mark s'est garé dans son allée et a remarqué immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sa porte d'entrée était légèrement ouverte, un espace d'environ 2 pouces. Il la verrouillait toujours, l'avait vérifié 2 fois ce matin même avant de partir pour le poste de police. Le cœur battant, Mark s'est approché lentement. La porte s'est ouverte à son contact. Des empreintes de pas boueuses menaient de l'entrée à travers son salon, distinctes contre le tapis beige. Les empreintes se dirigeaient tout droit vers le couloir qui menait aux chambres. « Il y a quelqu'un ?» a appelé Mark, bien que la maison semble vide. Il a suivi les empreintes jusqu'à la chambre de Sarah. La porte était ouverte. À l'intérieur, tout semblait normal, sauf pour une absence flagrante. La fiche de personne disparue de Sarah, qui était accrochée au mur depuis 6 ans, avait disparu. Des fragments déchirés s'accrochaient aux marques de ruban adhésif sur le mur. Les jambes de Mark sont devenues si faibles. Quelqu'un était entré dans sa maison. Quelqu'un était venu spécifiquement pour la chambre de Sarah, pour son affiche. Son téléphone a vibré avec un texto de Rodriguez. « Voiture de patrouille en route vers Crossroads maintenant. Où êtes-vous » Mark a tapé avec des doigts, tremblants. « À la maison. Quelqu'un est entré par effraction. Ils ont pris l'affiche de personne disparue de Sarah. » Son téléphone a sonné immédiatement. La voix de Rodriguez était tendue d'urgence. « Sortez de la maison, maintenant. Allez à votre voiture et verrouillez les portes. Des unités sont en route. » Mark est sorti à reculons de la chambre de Sarah, ses yeux scrutant tout mouvement, tout signe qu'il n'était pas seul. Le sanctuaire violet de sa maison semblait soudain être un piège, et il savait avec une froide certitude que Pete Garrison était lié à tout cela. Mark était assis dans sa voiture devant sa maison, attendant la police, quand son téléphone a vibré. Numéro inconnu, son doigt a hésité sur l'écran avant qu'il n'ouvre le message. La photo l'a frappé comme un coup physique, la carte d'étudiant de Sarah, celle dont elle était si fière en première année. Son visage de 18 ans lui souriait, figé dans le temps. Mais ce n'était pas la carte d'identité qui lui a glacé le sang. C'était la main gantée de noir qui la tenait contre un mur de béton. Le texte d'accompagnement disait « Venez au sous-sol du Crossroads Bar, seul dans 20 minutes, si vous voulez des réponses sur votre fille. Pas de police ou elle disparaît pour toujours. » La vision de Mark s'est brouillée. Sarah. Après 6 ans de rien, d'espoir vide et de désespoir écrasant, quelqu'un agitait une preuve de son existence comme un appât. Ses mains tremblaient alors qu'il zoomait sur la photo. La carte d'identité semblait réelle, usée sur les bords par l'utilisation. Le mur de béton derrière pouvait être n'importe où, mais il savait que c'était Pete Garrison qui tenait cette carte. Ce salaud avait sa fille depuis le début. Son téléphone a sonné. Détective Rodriguez. Mark a fixé l'écran, son pouce planant au-dessus du bouton de réponse. S'il lui parlait du texto, elle lui interdirait d'y aller. La police envahirait le bar. Et si Pete regardait d'une manière ou d'une autre, s'il avait des caméras, s'il voyait la police arriver, elle disparaît pour toujours. Mark a refusé l'appel et a ouvert un nouveau message pour Rodriguez. Il a tapé « Pete Garrison à Sarah. Il vient d'envoyer une preuve. Je vais au sous-sol du Crossroads Bar. » Son pouce s'est déplacé pour envoyer, puis s'est arrêté. Et si Pete avait accès à son téléphone d'une manière ou d'une autre, et si envoyer ce message signifiait la mort de Sarah? Il a supprimé le message non envoyé. Chaque instinct criait qu'il marchait dans un piège. Mais Sarah pourrait être vivante. Après 6 ans, sa petite fille pourrait attendre dans ce sous-sol et il ne pouvait pas risquer sa vie en faisant la chose intelligente. Mark a conduit vers le Crossroads Bar, son esprit parcourant les possibilités. 26 minutes, Pete lui avait donné 20 minutes, ce qui signifiait qu'il surveillait, savait où Mark était, l'effraction chez lui,
Pete devait l'avoir fait pendant que Mark appelait Rodriguez. Il s'est garé derrière le bâtiment comme indiqué. L'allée était plus sombre maintenant, le soleil s'étant couché pendant qu'il attendait la police chez lui. Une seule ampoule projetait une faible lumière jaune sur une entrée de sous-sol qu'il n'avait pas remarquée auparavant, différente de la porte de service que Pete avait utilisée plus tôt. Mark est sorti de sa voiture, les jambes instables, l'allée était vide, étrangement silencieuse. Il s'est approché de la porte du sous-sol qui était légèrement ouverte. « Par ici !» La voix de Pete dérivait d'en bas. Mark a descendu des escaliers étroits en béton, la température chutant à chaque marche. En bas, Pete attendait avec un pistolet pointé sur la poitrine de Mark. La façade du propriétaire de bar sympathique avait disparu, remplacée par quelqu'un que Mark ne reconnaissait pas. Visage rouge, yeux fous, sueur tachant sa chemise. « Vous ne pouviez pas laisser tomber ?» a dit Pete. « 6 ans de rien, et puis cette foutue voiture Google. Et maintenant, vous, posant des questions, appelant les flics. »« Où est-elle » La voix de Mark est sortie brute. « Bougez !» Pete a fait un geste avec le pistolet vers une porte. Le sous-sol n'était rien comme Mark l'avait imaginé. Au lieu d'une simple salle de stockage, des couloirs se ramifiaient dans plusieurs directions. Ils sont passés devant une unité de congélation industrielle, son moteur ronronnant. D'autres portes menaient à des pièces que Mark ne pouvait pas voir. L'espace semblait s'étendre bien au-delà de l'empreinte du bar, se connectant peut-être aux bâtiments adjacents. « Vous savez qu'il me cherche déjà ?» a dit Pete alors qu'il marchait. Cette détective a appelé le bar, a demandé des dossiers d'employés. Vous avez tout ruiné. 6 années tranquilles et vous avez dû tout ruiner. Ils se sont arrêtés à une porte renforcée avec des verrous externes, des peines dormants qui ne pouvaient être ouverts que de l'extérieur. Pete a tâtonné avec des clés tout en gardant le pistolet braqué sur Mark. « Elle est ici ? Sarah est ici ?» Le sourire de Pete était froid. « Vous voulez voir ce que votre ingérence a causé ? Ce qui va se terminer à cause de vous ?» La porte s'est ouverte pour révéler une petite pièce en béton. Les jambes de Mark ont presque cédé à ce qu'il a vu. Un lit étroit avec un matelas mince, des vêtements de femme pliés sur une étagère de fortune, un seau dans le coin, et sur le mur, des égratignures dans le béton. Des centaines d'entre elles, regroupées en ensemble de 7. Des marques de calendrier. Quelqu'un avait compté les jours dans cette prison souterraine. « Sarah ?» Mark s'était lancé en avant, mais la pièce était vide. Pete l'a poussée à l'intérieur. Elle était là, pendant longtemps. Mais vous avez compliqué les choses. Mark s'est retourné. « Où est-elle ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« La même chose que je vais vous faire. » Pete a visé le pistolet à la tête de Mark. « Vous allez disparaître, tout comme votre fille. Seulement cette fois, il n'y aura pas de voiture Google pour me surprendre accidentellement. Pas de corps apparaissant dans un égout. » Mark fixait les égratignures sur le mur, essayant de les compter, essayant de calculer combien de jours de la vie de Sarah elle représentait. Les groupes soignés de 7 se brouillaient ensemble, les semaines devenant des mois, devenant des années dans cette tombe de béton. « S'il vous plaît, » a dit Mark, sa voix se brisant. « Dites-moi juste si elle est vivante. » Le doigt de Pete s'est déplacé sur la gâchette. Un coup sec a résonné d'en haut, 3 coups autoritaires qui ont fait geler Pete en plein mouvement. Ses yeux se sont tournés vers le mur où Mark a maintenant remarqué une banque de moniteurs de sécurité qu'il avait manqué dans sa terreur. « Police, Monsieur Garrison, nous devons vous parler. » Le visage de Pete s'est tordu de rage et de panique. Les moniteurs montraient de plusieurs angles, 2 officiers en uniforme à l'entrée principale du bar, l'intérieur de la salle principale, l'allée où la voiture de Mark était visible, même la vue de la rue. Pete avait tout regardé. Les écrans projetaient une lueur bleue étrange dans le sous-sol sombre, montrant que les caméras corporelles des officiers étaient actives, leur voiture de patrouille bien en vue dans le cadre. « Merde, merde !» Pete a attrapé le col de Mark, pressant le pistolet contre sa tempe. « Pas un bruit. Vous faites le moindre bruit. Elle meurt. Compris ? Sarah meurt. » Mark a hoché la tête, son cœur martelant. Sarah. Pete venait de confirmer qu'elle était vivante. « J'arrive tout de suite !» a crié Pete en haut des escaliers, sa voix se transformant en quelque chose d'artificiellement calme, la transformation glaçante. Il a poussé Mark plus profondément dans la pièce et a pointé le sol. « Asseyez-vous, ne bougez pas. Si j'entends quoi que ce soit, je la tuerai avant qu'il puisse que m'arrêter. » Les pas de Pete ont tonné dans les escaliers. Mark s'est efforcé d'entendre la conversation au-dessus, pressant son oreille contre le plafond de béton. Le son lointain d'une porte s'ouvrant, puis la voix de Pete, étouffée mais audible. « Officier, désolé, nous sommes fermés, j'étais juste au sous-sol en train de faire l'inventaire. »« Monsieur Garrison, nous cherchons Mark Thompson. Sa voiture a été vue dans cette zone. »« Thompson, le père de cette fille de disparue, je ne l'ai pas vu depuis plus tôt aujourd'hui. Il est parti vers 4 heures, semblait bouleversé par quelque chose. » Mark a regardé frénétiquement autour de la pièce. Il devait faire du bruit, devait les alerter. Une étagère métallique se tenait contre un mur, chargée de boîtes. Mark a rampé vers elle et a poussé de toutes ses forces. L'étagère s'est renversée avec un fracas qui semblait assourdissant pour Mark, mais résonnait à peine dans l'espace aux murs épais.
Le béton absorbait le son comme une tombe. Il a attrapé une boîte métallique et l'a frappée contre le sol, contre les murs, criant « À l'aide, je suis ici en bas !» Rien. Le sous-sol était trop profond, les murs trop épais. La voix de Pete continuait au-dessus, douce et pratiquée. « Vous êtes les bienvenus pour regarder autour si vous voulez. Mais comme je l'ai dit, il n'est pas ici. Est-il en difficulté ? Non, monsieur. Nous voulons juste nous assurer qu'il est en sécurité. Vous avez dit qu'il semblait bouleversé ? Ouais, il demandait d'anciens dossiers d'employés. Quelque chose à propos de cette pauvre fille qu'ils ont trouvée. Mei Chen, situation tragique. Il semblait vraiment secoué, n'arrêtait pas de poser des questions étranges. Pour être honnête, officier, j'étais un peu inquiet pour son état mental. Marc a frappé sur la porte jusqu'à ce que ses poings saignent, laissant des traînées sur le métal. Il a crié jusqu'à ce que sa gorge soit à vif. La conversation à l'étage a continué pendant plusieurs minutes angoissantes. Il pouvait entendre des pas se déplacer, les officiers marchaient dans le bar, vérifiant. Son espoir s'est envolé, puis s'est écrasé quand il a entendu le pire son imaginable. La porte d'entrée se fermant. Les pas de Pete dans les escaliers étaient lents, délibérés. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Quand il est apparu dans l'embrasure de la porte, son visage était rouge de colère et d'autre chose, de la peur. La sueur avait traversé sa chemise et ses mains tremblaient légèrement. « Vos amis flics viennent de signer votre arrêt de mort. » Pete a attrapé le bras de Marc, le traînant hors de la pièce. « Allez, il est temps de voir la grande visite avant de mourir. » Ils se sont enfoncés plus profondément dans le complexe du sous-sol. L'horreur de Marc grandissait à chaque pièce qu'il passait. Un matelas taché dans un coin, des chaînes boulonnées au mur avec des motifs d'usure inquiétants suggérant une utilisation fréquente. Du matériel vidéo, des caméras sur trépied, des éclairages professionnels, des moniteurs montrant différents angles d'une pièce en béton. L'installation a fait vomir l'estomac de Marc. Sacrée opération, n'est-ce pas ? La voix de Pete était maniaque maintenant, aiguë et instable. 6 ans de travail minutieux, cela aurait été 6 de plus si vous n'aviez pas. « Sarah est-elle ici ?» La voix de Marc s'est cassée. « Ma fille est-elle ici ? S'il vous plaît, j'ai juste besoin de savoir. » Pete a souri froidement. « Vous voulez savoir ce qui est arrivé à votre précieuse fille ? Vous voulez tout savoir ?» Ils se sont arrêtés au congélateur industriel que Marc avait remarqué plus tôt. Pete a tiré la lourde porte, révélant l'intérieur vide. L'odeur de l'eau de Javel était écrasante. « C'est là que j'ai gardé l'amie de votre fille. 2 ans ici avant que je doive la déplacer. La construction commençait à côté, les ouvriers s'approchaient peu trop, j'ai dû la jeter rapidement. » Pete a ri amèrement. « Et ne voilà-t-il pas ? La voiture Google Street View passe exactement au mauvais moment. Toute ma planification minutieuse ruinée par une putain de voiture de cartographie. »« Sarah, » a supplié Marc, « dites-moi juste. Vous allez finir exactement comme May, dans ce congélateur, et personne ne vous trouvera jamais parce que j'apprends de mes erreurs. » Soudain, des cris ont éclaté d'en haut. Plusieurs voix, des bottes tonnant dans les escaliers. Les moniteurs sur le mur montraient des véhicules de police entourant le bâtiment. Des officiers à chaque sortie. « Police ! Pete Garrison, nous savons que Mark Thompson est ici. » Le visage de Pete est devenu blanc. Il s'est tourné vers les moniteurs. La voiture de Mark était entourée de véhicules de police. Des officiers en tenue tactique étaient à chaque entrée. Rodriguez est apparu sur un écran parlant dans sa radio. Plus tard, Mark apprendrait que Rodriguez était devenue méfiante quand il n'a pas répondu à son téléphone après leur dernière conversation. Quand les unités de patrouille ont repéré sa voiture dans l'allée et trouvé son téléphone à l'intérieur, ils étaient revenus en force. Pete a attrapé Mark, le faisant tourner comme un bouclier humain, le pistolet pressé contre la tête de Marc, alors que les officiers envahissaient le sous-sol, armes au poing. Les couloirs étroits se sont remplis de cris, les faisceaux de lampes de poche coupant à travers l'espace sombre. « Reculez !» a crié Pete. « Je vais le tuer !» Le détective Rodriguez menait l'équipe, son arme braquée sur Pete. Derrière elle, au moins 6 officiers avaient leurs armes tirées. « C'est fini, Garrison. Nous avons le bâtiment encerclé, il n'y a pas d'issue. Alors ils meurent avec moi. Réfléchissez, » a dit Rodriguez calmement, bien que Marc puisse voir la tension dans ses épaules. « Vous lui tirez dessus, nous vous tirons dessus. Vous mourrez ici, dans ce sous-sol. C'est ce que vous voulez ? Ou voulez-vous vivre, faire entendre votre histoire ? Vous ne comprenez pas. » La voix de Pete se brisait maintenant. « Vous ne comprenez pas ce que j'ai construit ici. Aidez-nous à comprendre. Posez le pistolet et dites-nous tout. Vous ne comprenez pas ce qu'il m'a coûté. » La voix de Pete s'est cassée. 6 ans, 6 années parfaites, et il a tout ruiné. Nous pouvons en parler. Mais d'abord, le pistolet ? Un accord ? La voix de Pete contenait une étincelle d'intérêt. Ça dépend de ce que vous nous dites, mais les hommes morts ne peuvent pas faire d'accord, Pete. Vous ne comprenez pas ce qu'il m'a coûté. La voix de Pete s'est cassée. 6 ans, 6 années parfaites, et il a tout ruiné. Nous pouvons en parler. Mais d'abord, le pistolet. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Le sous-sol était silencieux, à l'exception du bourdonnement du congélateur et de la respiration haletante de Pete.
Marc pouvait voir des officiers positionnés à chaque angle, des points rouges de visée laser dansant sur les murs. Puis la prise de Pete s'est légèrement relâchée, le pistolet tombant d'un pouce. C'était suffisant. En cette fraction de seconde de distraction, un officier sur le côté a tiré un taser. Pete a convulsé, le pistolet tombant alors qu'il s'effondrait. Les officiers l'ont submergé, sécurisant l'arme et le menottant alors qu'il se tordait sur le sol. « Putain de salaud !» a crié Pete. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait? Elle va mourir sans moi. Elle a besoin de ses médicaments. Elle a besoin... » « Marc !» Rodriguez l'a aidé à se relever. « Êtes-vous blessé ?»« Sarah !» a haleté Marc, ses jambes le soutenant à peine. « Il a Sarah. Elle est ici quelque part. » Rodriguez a aboyé des ordres. « Fouillez chaque pièce. Vérifiez chaque porte. Nous cherchons Sarah Thompson, femme blanche, 26 ans. » Les officiers se sont répandus dans le sous-sol comme une marée. Marc a trébuché après eux, son cœur battant la chamade. Ils étaient le méthodiques, vérifiant chaque pièce, criant « Dégagez !» en se déplaçant. Le sous-sol semblait s'étendre à l'infini, un labyrinthe de béton et d'horreur. « Porte verrouillée ici !» a crié un officier depuis un couloir. Renforcement lourd, plusieurs verrous externes. Ils ont convergé vers l'endroit, la porte était en acier, avec 3 pènes dormants qui ne pouvaient être ouverts que de l'extérieur. Des marques de griffures défiguraient le côté intérieur, comme si quelqu'un l'avait griffé. « Apportez le bélier » a ordonné Rodriguez. 2 officiers ont apporté un bélier. Il a fallu 4 coups avant que la porte ne s'ouvre vers l'intérieur. L'odeur les a frappés en premier, corps non lavés, déchets humains, désespoir. « Oh mon Dieu !» a murmuré quelqu'un. Dans le coin, sur un matelas sale, se trouvait une silhouette qui a fait fléchir les genoux de Marc. La femme était squelettique, ses cheveux emmêlés et longs, portant une chemise de nuit tachée qui pendait sur son corps émacié. Elle s'est pressée contre le mur, les yeux vides et vitreux, tressaillant violemment alors que les officiers s'approchaient. « Non, s'il vous plaît !» a-t-elle murmuré. « Je serai sage. Je serai silencieuse. S'il vous plaît, ne... » « Tout le monde recule !» a ordonné Rodriguez doucement. « Donnez-lui de l'espace. » Marc question Marc. Marc a dépassé les officiers, sa vision se brouillant de larmes. Cela ne pouvait pas être Sarah. Cette créature brisée ne pouvait pas être sa fille vibrante. « Sarah ? Bébé, c'est papa ?» Elle le regardait à travers lui, aucune reconnaissance dans ses yeux vides. Ses bras étaient couverts d'échymoses, certaines fraîches, certaines fanées au jaune. Ses pommettes saillaient fortement de son visage. « Sonny !» a-t-il essayé désespérément, utilisant son surnom d'enfance, celui que seule la famille connaissait. « Sonny, c'est papa, je suis là pour te ramener à la maison. » Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Sa tête s'est légèrement inclinée, comme un oiseau entendant un appel lointain. « Papa ?» Le mot était à peine un murmure, incertain, comme si elle testait une langue étrangère. Mais il a dit que tu avais arrêté de chercher. Il a dit que le monde... Il a menti, bébé. Je n'ai jamais arrêté de chercher. Jamais. Sarah a commencé à trembler, puis à sangloter, des sons horribles et brisés qui ne semblaient pas humains. Marc a rassemblé son corps squelettique dans ses bras alors que les ambulanciers se précipitaient. Elle ne pesait rien, ses os pointus à travers la peau fine. « C'est réel ?» n'arrêtait-elle pas de demander. « C'est réel ? Il a dit que je rêvais quand j'ai vu le soleil. »« C'est réel, Sonny. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » Les ambulanciers ont travaillé rapidement mais doucement, commençant une intraveineuse, vérifiant les signes vitaux. Sarah tressaillait à chaque contact, s'excusant constamment. « Je suis désolé, je serai sage. S'il vous plaît, ne lui dites pas que j'ai été méchante. »« Pete a été arrêté, » lui a dit Rodriguez fermement. « Il est menotté. Il ne peut plus jamais te faire de mal. » Alors qu'il se préparait à déplacer Sarah sur une civière, elle a serré la main de Marc avec une force surprenante. « Il y en avait d'autres ?» a-t-elle murmuré. « Avant moi, il m'a montré des vidéos, a dit que je finirais comme eux si je n'étais pas sage. » L'expression de Rodriguez s'est assombrie. Elle s'est éloignée pour parler dans sa radio, ordonnant aux équipes de déchirer le sous-sol, de vérifier chaque mur pour des pièces cachées. Alors que les ambulanciers transportaient Sarah en haut des escaliers, elle a vu la lumière du soleil à travers les fenêtres du bar et s'est remise à pleurer. « Le soleil ?» a-t-elle murmuré. « Je pensais que je ne verrais jamais. Il a dit qu'il était parti. A dit qu'il y avait la guerre, l'hiver nucléaire. »« Juste des mensonges ?» a dit Marc marchant à côté de la civière. « Tous des mensonges. » Dehors, l'allée était remplie de véhicules d'urgence. Les camionnettes de presse arrivèrent déjà, retenues par le ruban de police. Pete était à l'arrière d'une voiture de patrouille, et quand ils sont passés, Sarah l'a vu et s'est raidie de terreur. « Non, non, s'il vous plaît, j'ai été sage. Je ne leur ai rien dit. »« Il ne peut pas te faire de mal, » a dit Marc fermement, bloquant sa vue. « Regarde-moi, Sonny, regarde-moi seulement. » Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, Marc a aperçu Pete dans la voiture de patrouille. L'homme qui avait détenu sa fille captive pendant 6 ans avait l'air petit, pathétique, son visage tordu de rage devant l'effondrement de son monde parfait.
L'ambulance s'est éloignée, transportant Sarah vers son premier goût de liberté en 6 ans, vers un long chemin de guérison qui commencerait par le simple fait de voir le soleil et de savoir qu'il était réel. Les lumières fluorescentes de l'hôpital bourdonnaient au-dessus alors que Marc était assis à côté du lit de Sarah, regardant les infirmières vérifier ses lignes intraveineuses. Elle avait été sédatée pour l'examen, son corps squelettique faisant à peine une forme sous les couvertures d'ir blanches. Toutes les quelques minutes, même dans le sommeil drogué, elle tressaillait ou gémissait. Le détective Rodriguez est apparu dans l'embrasure de la porte, son expression sombre. « Marc, pouvons-nous parler ?» Les médecins ont dit qu'elle serait dans les vapes pendant un moment. Marc a suivi à contre-cœur jusqu'à une petite salle de consultation dans le couloir. Rodriguez a fermé la porte et s'est assise en face de lui, ouvrant un dossier Manila. « Pete Garrison a avoué », a-t-elle dit sans préambule. Notre équipe d'interrogatoire a travaillé sur lui pendant des heures, il a finalement craqué quand nous avons proposé de recommander une considération pour une peine plus légère s'il nous disait tout sur les 2 filles. Les mains de Marc se sont serrées. Qu'a-t-il dit ? Rodriguez a consulté ses notes. Il a admis avoir ciblé des étudiantes ivres dans son bar. C'était un schéma qui remontait à des années. Le 9 avril 2010, il a repéré Sarah sortant seule de la boîte de nuit Chrome. Elle était très ivre, titubante. Il l'a approchée dehors, lui a dit que son amie était malade sur le parking et avait besoin d'aide. Elle serait allée, a dit Marc doucement. Elle aurait voulu aider May. Quand ils sont arrivés à sa camionnette, May est apparue. Elle cherchait apparemment Sarah. May a immédiatement reconnu que quelque chose n'allait pas. Elle a dit à Pete que Sarah était trop ivre, qu'elle devait venir avec elle. Elle a essayé d'éloigner Sarah. Rodriguez a fait une pause, sa mâchoire se serrant. C'est là que Pete a sorti un pistolet. Il a forcé les 2 filles dans sa camionnette. May s'est battue, a essayé de protéger Sarah. Dans la lutte, Pete lui a tiré dessus. Il dit que ce n'était pas prévu, mais il l'a assassinée. La voix de Marc était plate. Oui, il a gardé le corps de May dans le congélateur du bar pendant 2 ans. Pouvez-vous imaginer ? Servir des clients, vivre sa vie normale avec une fille l'assassiner dans son congélateur. Il ne l'a déplacée que lorsque la construction a commencé sur le bâtiment adjacent. Il avait peur que les ouvriers aient besoin d'accéder aux lignes utilitaires partagées. La voiture Google ? Pure coïncidence. Le véhicule Street View est passé pendant les quelques minutes exactes où il transférait le corps de May à sa voiture pour le jeter dans le système d'égout. Il pensait avoir attendu assez longtemps, pensait que la chaleur était retombée. Une photographie a défait 6 ans de planification minutieuse. Marc se sentait malade. Et Sarah ? Tout ce temps ? L'expression de Rodriguez s'est encore assombrie. C'est là que ça empire. Pete filmait les abus de Sarah. Il distribuait des vidéos d'exploitation sexuelle sur le dark web depuis 6 ans. Il avait toute une installation, caméra, équipement d'éclairage. Il gagnait de l'argent sur la souffrance de votre fille. Marc s'est précipité vers une poubelle, ayant des hauts le cœur sec. Rodriguez a attendu qu'il se reprenne. « Il y a plus ?» a-t-elle dit doucement. Pete a admis qu'il avait fait ça avant. Nous avons trouvé des preuves d'au moins 3 autres victimes d'avant 2010. Des femmes qui n'ont jamais été signalées disparues. Probablement des travailleuses du sexe ou des femmes sans abri. Des gens qu'il pensait qu'on ne rechercherait pas. Combien d'autres sont dans ce sous-sol ? Nous cherchons toujours. Il avait plusieurs propriétés. Sarah a été déplacée entre différents endroits, gardée dans des pièces spécialement construites. La prison du sous-sol que vous avez vue n'était qu'un site. Il la droguait régulièrement pour la garder docile. Nous identifions encore toutes les substances. Marc a pensé aux yeux vides de Sarah, à son corps squelettique. Pourquoi me contacter ? Pourquoi risquer l'exposition ? Panique ? Quand le corps de May a été découvert, quand il a vu la couverture médiatique, il savait que nous finirions par le relier à lui. Il pensait pouvoir contrôler l'enquête en vous donnant de fausses informations en semblant utiles. Il avait évité des accusations graves auparavant par la manipulation et les mensonges. Il pensait pouvoir le refaire. Un coup doux a interrompu. Le docteur Patel est entré, une tablette dans les mains. « Monsieur Thompson, nous avons terminé l'examen initial de Sarah. » Marc s'est préparé. « C'est grave comment ? Physiquement, elle est mal nourrie et a de multiples carences en vitamines. Nous avons trouvé des niveaux élevés de benzodiazépines, d'antipsychotiques et d'autres sédatifs dans son système. Elle a été maintenue dans un brouillard chimique pendant des années. La bonne nouvelle est qu'avec une nutrition appropriée et des soins médicaux, son corps peut récupérer. Et psychologiquement ? Le visage du docteur Patel était sympathique mais honnête. Elle a été gravement traumatisée et manipulée psychologiquement. Elle montre des signes de conditionnement extrême. Elle a demandé la permission d'utiliser les toilettes, de manger, même de parler. Elle tressaille à tout mouvement ou son inattendu. Quand nous avons essayé de l'examiner, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle serait sage, qu'elle était désolée. Les yeux de Marc brûlèrent de larmes. Se souvient-elle de quelque chose, d'avant ? Ses souvenirs sont fragmentés. Monsieur Thompson, vous devez comprendre, Pete lui a dit à plusieurs reprises que sa famille l'avait abandonné, que personne ne la cherchait.
Il lui a même dit que le monde s'était terminé, qu'il y avait eu une guerre nucléaire, n'importe quoi pour l'empêcher d'essayer de s'échapper. Elle a vécu dans une réalité alternative pendant 6 ans. Mais elle m'a reconnu quand je l'ai appelée Sunny. C'est un signe positif. Les souvenirs profondément ancrés, surtout ceux liés à l'émotion, peuvent survivre même à un traumatisme grave. Mais son rétablissement sera long et difficile. Elle aura besoin d'une thérapie intensive, peut-être pendant des années. Ils sont retournés dans la chambre de Sarah où elle commençait à s'agiter. Ses yeux se sont ouverts lentement, flous à cause de la sédation. Quand elle a vu Marc, elle s'est tendue. « C'est bon, Sunny, a-t-il dit doucement. Tu es en sécurité. Tu es dans un hôpital. » Les yeux de Sarah ont parcouru la pièce, prenant en compte l'équipement médical, la fenêtre montrant la lumière du jour, les draps propres. Sa voix, quand elle est venue, était un murmure brisé. « C'est réel ? C'est réel. Tu es libre ?» Le détective Rodriguez s'est avancé prudemment. « Sarah, je suis le détective Rodriguez. Nous avons arrêté Pete Garrison, il ne peut plus te faire de mal, il va en prison pour le reste de sa vie. » Sarah l'a fixé, puis Marc. Lentement, timidement, elle a tendu la main. Marc l'a prise doucement, sentant à quel point ses doigts étaient de fin, à quel point ils étaient fragiles. « Est-ce que tu… » Sarah a lutté avec les mots. « Est-ce que tu m'as cherché ?»« Chaque jour, » a dit Marc, sa voix se brisant. « Je n'ai jamais arrêté de chercher. Je n'ai jamais arrêté d'espérer. » Des larmes ont coulé sur les joues creuses de Sarah. Il a dit que tu ne me voulais plus. Il a menti, bébé. Il a menti sur tout. Le téléphone de Rodriguez a vibré. Elle s'est éloignée pour répondre, puis est revenue. « Marc, nous avons contacté les chaînes. Nous envoyons des officiers pour les informer que le tueur de leur fille a été arrêté. Ils voulaient que vous sachiez qu'ils sont reconnaissants que Sarah ait survécu. »« Que se passe-t-il maintenant ?» a demandé Marc. « Nous continuons à enquêter. L'installation sophistiquée, la distribution sur le dark web, Pete ne travaillait pas entièrement seul. Nous suivons ses connexions, fouillons ses propriétés. Il pourrait y avoir d'autres victimes là-bas. D'autres familles qui ont besoin de réponses. » Marc a regardé sa fille, 26 ans maintenant, mais brisée de manière qui la faisait reparaître à la fois ancienne et enfantine. 6 ans de sa vie volée, 6 ans de torture qu'aucune justice ne pourrait défaire. Sarah a serré faiblement sa main. « Papa, est-ce que je vais aller mieux ?» Le docteur Patel a répondu doucement. « Avec le temps, le traitement et le soutien, tu peux guérir. Ce ne sera pas facile, mais tu es fort. Tu as survécu à quelque chose d'inimaginable. Nous le ferons ensemble, » a promis Marc. « Quoi qu'il en coûte, aussi longtemps qu'il le faudra. Tu n'es plus seul. » Sarah a réussi le plus faible des sourires. À peine là, mais réel. Dans cette chambre d'hôpital stérile, entourée du bip des machines et du poids d'un traumatisme inimaginable, c'était suffisant. Elle était vivante. Elle était libre. Le monstre qui avait volé sa vie était en garde à vue, ses victimes enfin comptées, leurs souffrances enfin reconnues. Marc était assis dans cette chambre d'hôpital, regardant Sarah si différente et plus âgée maintenant, son cœur se brisant de voir à quel point elle était maigre, comment ses yeux se tournaient constamment vers la porte comme si elle s'attendait à ce que Pete apparaisse. Il ressentait de la rage envers le monstre qui avait fait ça, une gratitude écrasante qu'elle soit enfin libre, et un espoir désespéré qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, sa fille pourrait guérir de ce cauchemar.